Bonjour et bienvenue à cette table ronde Néo-Québec sur le sujet des médias et des minorités et plus particulièrement sur les enjeux que l'on peut vivre quand on est un acteur médiatique racisé dans les médias tels qu'on les voit maintenant, tels qu'on les connaît, puis aussi sur l'espace qu'on nous laisse en tant qu'acteur médiatique dans cet espace-là, puis sur les responsabilités qu'on a par rapport à notre communauté et aussi sur les attentes que ces responsabilités peuvent entraîner et sur le poids quelquefois ou alors la libération que cela peut engendrer. Donc, tout cela nous amène à la problématique de cette table ronde qui est tout simplement de se demander est-ce qu'on est les sentinelles de notre communauté? Et cette question, je ne me la pose pas seule puisque je me la pose avec mes talentueuses collègues qui sont assises juste ici. On a d'un côté Carla Meza. Bonjour Carla. Bonjour. Carla est journaliste et elle est également réalisatrice de documentaires et scénariste. Elle est de nationalité également canado-mexicaine. Elle a été diplômée à l'INIS en cinéma et elle a été diplômée à l'UDEM en journalisme. Les sujets qui l'animent dans son exercice journalistique tournent autour de la migration économique forcée, des communautés racisées au sens large, et aussi autour de tout ce qui est mouvement de migration, comme je l'ai dit. Par exemple, ces documentaires ont porté sur les réfugiés syriens au Liban, sur les femmes autochtones de l'État de Oaxaca. Oui, je l'ai bien dit. Et également sur les travailleurs agricoles mexicains et guatémaltèques au Québec. Et on a pu lire et on peut continuer à lire encore Carla au journal Métro et au journal Le Devoir. Bonjour Carla. Bonjour. À côté de Carla, on a Alexandra Guélil, qui est... Bonjour Malia. Bonjour. Qui est rédactrice en chef adjointe du média de vulgarisation juridique Éducalois. Elle a également été élue au conseil d'administration de la FPJQ en 2023. Elle a remporté en 2021 le prix Judith Jasmin catégorie art, culture et art de vivre. Elle est journaliste aussi pour Touki Montréal et elle est animatrice radio à CIBL pour l'émission de vulgarisation juridique Angle Droit qui a un lien avec Éducalois. Exactement. Et on a fait en fait la même maîtrise en journalisme et communication publique à l'Université Laval. Toi, tu as été classe de 2012, moi j'ai été classe de 2022. Je trouve que vraiment il y a quelque chose de très symbolique dans ce qui se passe aujourd'hui. Puis les sujets qui t'animent dans ton exercice journalistique, ça tourne autour de la société, du droit, de la culture, des communautés racisées, également du cyberharcèlement et de la xénophobie en ligne, puisque tu as fait un dossier autour de l'islamophobie qui se répand sur la sphère virtuelle. Donc bonjour à vous deux, merci beaucoup d'être là. Merci de l'invitation. Merci pour l'invitation. Oui. Je m'appelle Malia Kunku, je suis journaliste, chroniqueuse multiplateforme. Mon médium de prédilection est l'écrit, mais je suis aussi bien à la radio. On peut m'entendre à l'émission Néo-Québec chaque dimanche sur CIBL, mais on peut aussi m'entendre à l'effet Pogonat où je fais des sujets de culture populaire, culture pop. On peut aussi me voir quelquefois, on va se le dire, où je parle aussi de ces sujets de société, de culture. On peut me lire, me voir, me regarder aussi sur les réseaux sociaux où je fais des capsules de vulgarisation où j'aime mélanger encore une fois culture pop et sociologie. Donc c'est à peu près ça l'étendue de mon exercice journalistique. Et bien maintenant, on peut commencer à parler de ce sujet-là qui est est-ce qu'on est les sentinelles de notre communauté? Et là, j'ai fait beaucoup de présentations, mais j'aimerais bien savoir comment vous présentez spontanément. Comme si on vous demandait de vous présenter, si je vous avais juste demandé de vous présenter vous-même, ce serait quoi la première chose qui vous viendrait à l'esprit? La chose qui vous semble être la plus... qui vous caractérise le plus, disons. Si je peux me permettre, moi je me présente d'abord par mon prénom en fait, parce que c'est la base de l'identité. On peut en rire. Il y a eu une époque où je donnais tout mon pédigré, peut-être avec le temps ou l'âge ou whatever, on oublie de le faire parce que on a envie aussi de se faire appeler par son prénom.
parce que c'est nos parents qui le choisissent, puis il est beau. Non, mais je me présente par mon prénom. Après, peut-être un peu moins par mon métier. Peut-être parce que je me définis de moins en moins par le métier que je fais, plus par les choses que j'ai accomplies ou dans lesquelles je me reconnais. Oui, je suis journaliste, je resterai journaliste, j'aime ce métier, mais il me définit pas complètement. Puis, je pense que plus on avance dans la vie, moins il faut se définir par le métier. En tout cas, peut-être aussi que c'est ma vie de famille qui me fait dire ça, là, mais c'est ça. Donc, je me présente par mon prénom, un peu par mon métier, puis surtout par les choses que j'ai accomplies. Et toi, Carla? Oh, tu as tout à fait raison. Ben oui, c'est sûr que le prénom vient par-dessus tout. Je dis toujours, mais ça dépend aussi du contexte, de qui me demande et pourquoi on me demande qui je suis. Mais bien sûr, je dis, mais je suis Carla, mais moi je nomme toujours mon nom de famille, Carla Meza, et puis c'est ça. Normalement, j'embarque tout de suite. Si c'est un contexte professionnel, évidemment, j'embarque sur le métier. Je suis journaliste spécialisée en immigration, surtout. Mais je mets une emphase particulière à dire que je suis aussi scénariste, productrice et réalisatrice de films documentaires, parce que c'est ça vraiment que je fais présentement, et aussi c'est ça que je voudrais faire, ou qui occupe un espace beaucoup plus important dans ma vie que le journalisme à l'écrit, que j'adore aussi. Mais faire les deux, c'est très compliqué, c'est très prenant aussi. C'est vraiment deux métiers qui sont assez prenants mentalement, émotionnellement aussi. Donc, mais bref, j'ai fait vraiment une emphase particulière où je mets l'emphase sur ce chapeau que je porte comme réalisatrice, parce que je veux vraiment qu'on me reconnaisse de plus en plus comme ça. Et je ne le vois pas comme dissociation du journalisme en fait, parce que c'est le journalisme qui m'a amenée à devenir réalisatrice, puis scénariste, puis productrice. Justement, c'est que le premier documentaire que j'ai fait, c'était beaucoup plus avec un art, puis on peut le voir vraiment carrément comme l'approche que j'ai eue, l'approche de réalisation, c'était beaucoup plus journalistique, quitte à être comme un reportage long avec une narration à des moments. Donc c'était un mix cinéma-reportage. Et par la suite, vraiment, mon style a beaucoup changé. Donc, bref, je me présente comme réalisatrice scénariste. Et moi aussi, la raison, c'est parce que je suis fière de ce que je fais, ce que j'ai accompli là-dessus dans ces domaines. Et que je veux vraiment qu'on me reconnaisse comme ça, ouais. Oui, c'est intéressant parce que j'avais une conversation même cette semaine autour du journalisme accidentel en fait qu'on fait, mais qui finalement s'avère juste être du journalisme. C'est juste que les limites qu'on voyait dans ce métier-là, comme petit à petit commence à s'élargir, puis on voit que tout le monde peut faire du journalisme, même un vlogueur peut faire du journalisme, même un créateur de contenu peut, en faisant du contenu documentaire, se trouver à faire accidentellement du journalisme. Donc j'ai l'impression que ça revient à ce que tu disais avec la continuité en fait de ton exercice, même si tu es documentariste, même si tu es derrière la caméra, ça reste du journalisme finalement. Puis moi je me demandais, c'est quoi qui vous a poussé dans cette voie-là? Est-ce que quelqu'un a été à l'origine de ce déclic-là, ou est-ce que Alors moi, c'est un accident. Justement, c'est un heureux accident. Donc, j'ai grandi dans un petit département qu'on appelle un département d'outre-mer quand on a la version française, petit ou grand. En fait, c'est la Guyane. J'avais gagné un concours d'éloquence parce que ma prof de français m'avait harcelée. Allô. Elle m'avait harcelée pour y participer, et le journaliste de l'époque m'a dit écoute, comme tu es la gagnante, je vais faire ton entrevue, et je lui ai dit je réponds à tes questions uniquement si tu me donnes un stage. Et en fait c'est comme ça que ça a commencé. Donc ça a commencé dans le petit journal régional de la Guyane. Il n'y en a qu'un seul. Et ça a fini aujourd'hui, ça continue et ça poursuit aujourd'hui au Québec avec Éducalois dans d'autres domaines. Mais entre-temps, il y a eu des Radio France Internationale, il y a eu des voyages au Nigeria, il y a eu Radio France Internationale. Donc j'ai quand même pris mon sac à dos pour faire ce métier-là. J'ai étudié dans ce métier, donc c'est
c'était un accident, mais j'ai quand même étudié, j'ai poussé très loin jusqu'à la maîtrise parce que je voulais comprendre, parce que je voulais m'exercer, parce que je voulais apprendre. Puis je pense que oui, on peut apprendre ce métier sur le terrain. On apprendra toujours la technique, c'est évident, avec de bons professeurs, avec sur le terrain, sans faire des études en journalisme, on peut apprendre et on peut devenir journaliste. Les études en journalisme vont te permettre de... C'est comme un plus académique. Oui, c'est un plus académique, mais plus que ça va te permettre d'en avoir un peu plus dans la tête. Ça va te permettre d'interviewer des personnes différemment. Ça va te permettre de prendre un pas de recul sur des événements. Ça va te permettre de te dire, si tu parles du conflit ou du génocide au Rwanda, il n'y a pas qu'un seul responsable. Il y en a peut-être plusieurs. Si tu parles de ce qui se passe actuellement au Liban, de ce qui se passe actuellement en Israël ou en Palestine, tu auras une autre vision des choses parce que tu auras appris, tu auras fait des lectures, fait des recherches. Donc c'est ça, c'est une question de prendre du recul et de couvrir les faits, de s'intéresser aux faits, oui, mais de voir plus loin que les faits. Donc c'est ce que m'ont appris les études. Puis les études m'ont mené à des rencontres. Puis c'est les rencontres qui font tout dans la vie. Tu sais, j'ai fait de très belles entrevues, j'en regrette aucune. J'ai appris à chaque entrevue. Et c'est ces entrevues qui m'ont fait et me font grandir. Donc, c'est ça. De fil en aiguille. De fil en aiguille. Ok. Et toi, Carla? Tout à fait. Oui, en fait, c'est ça, je vais continuer un petit peu sur les filons qu'Alexandra est partie, parce que c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec Alexandra. Et avec toi aussi, en partie, tu as dit, OK, tout le monde, mettons, peut faire du journalisme, mais justement, c'est un sujet qui est très important, qu'on pourrait passer des heures à discuter ensemble et avec d'autres personnes, parce que justement, aujourd'hui, c'est l'une des problématiques que je vois, qu'on pense que tout le monde qui écrit ou que tout le monde qui fait mettre des opinions ou qui fait un blog, ou le blog ça existe peut-être même plus, mais mettons quelque chose qui rassemble, peut être un journaliste ou appeler un journaliste. Puis c'est vraiment, tu sais, je veux dire, c'est dommage dans le sens du vrai métier du journaliste, parce que on fait des études, mais bien que ça soit pas nécessaire pour devenir un journaliste, c'est beaucoup mieux, parce que oui, c'est pas pour rien qu'on fait des études en journalisme, que ça soit une maîtrise, que ça soit un baccalauréat, un certificat, parce que c'est vraiment l'encadrement que tu apprends, comme Alexandra l'a dit, c'est vraiment la déontologie, l'éthique journalistique, l'équilibre qu'on doit avoir, l'objectivité, tout ce qui nous maintient, les piliers du journalisme vraiment, qui nous fait mériter, disons, les noms ou le titre des journalistes, et les travailler, et qui nous donne aussi le droit ou le privilège de travailler dans un média où est-ce que justement notre opinion, parce qu'on a tous une opinion sur chaque aspect, chaque problématique du monde, etc., chaque sujet, sauf que notre opinion importe peu dans le sens de notre écriture. Nous, on doit vraiment se maintenir en marge, on est des raconteurs des faits, et des raconteurs des faits, pas juste d'un côté, comme Alexandra l'a dit. Il faut l'équilibre d'abord, l'objectivité et plein d'autres choses. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça, mais en résumant. Donc, pour moi, c'était aussi. Puis pour moi, c'est dès là, j'enfile sur justement les pourquoi est-ce que je suis devenue journaliste. Moi, c'était pas nécessairement un accident, c'était tout à fait voulu. Et en fait, pour moi, c'est une deuxième carrière. Parce que, mais ça a commencé, en fait, quand j'étais toute petite, et jusqu'à l'adolescence, jusqu'à avant d'entrer à l'université, je disais tout le temps, depuis très jeune, que je voulais être en communication, que j'allais être animatrice, que j'allais être journaliste à la télévision, et blabla. Et je jouais avec la brosse, avec ma cousine, à faire des entrevues chez nous, avec les play records à l'époque. On n'avait pas d'internet et tout. Et puis, voilà. Et surprise, quand j'étais inscrite à l'université, en fait, j'ai choisi de m'en aller dans l'administration des affaires, parce que j'aimais beaucoup. Je suis aussi une femme très entrepreneur, business, etc. J'ai déjà eu 2 entreprises. Donc, tu vois, finalement, c'est vraiment comme dire A ou B, et les deux me plaisaient autant. Donc, finalement, j'ai pris ce chemin des finances. Les deux sont complémentaires, j'imagine. Finances, placement, assurance, économie, tout ça. Et c'est ça, c'est là-dedans que j'ai étudié. Je me suis graduée au Mexique en administration des affaires. Et j'ai pas exercé là-bas. J'étais très jeune, je venais juste de finir mes études quand je suis arrivée au Québec.
Et j'ai exercé dans les finances, dans une institution financière au Québec pendant plus de 15 ans. Donc, dans le domaine. Ensuite, dans le domaine des langues aussi, parce que je parle plusieurs langues et tout. Mais le journalisme était comme toujours là. Et je me suis dit, c'est dans la vie, on fait tout avec une raison, ou pour une raison. Et tous ces chemins que j'ai couru depuis mon immigration, même mon immigration m'a servi aujourd'hui pour justement écrire sur ça. Mais je veux dire, depuis l'immigration, depuis l'intégration que j'ai eue à faire ici au Québec quand j'étais déjà adulte, les choses que je voyais à l'apprentissage du français, qui c'était pas du tout ma langue, ni ma deuxième, ni ma troisième. Je parlais pas du tout français quand je suis arrivée. Je parlais déjà anglais. Donc voilà, tout cet apprentissage m'a fait un jour me dire, c'est pas vrai que je vais finir ma vie un jour sans savoir qu'est-ce que j'aurais pu faire comme journaliste. Parce que je l'ai dit tellement quand j'étais petite. Et c'était, tu sais, quand on est petit, quand on est adolescent, ça vient du cœur. On n'a rien appris, on n'a rien connu encore. Ça vient du cœur. Et c'est ça que je voulais faire. Alors je me suis dit, tu vois, j'étais déjà début quarantaine. C'était après une longue carrière en finance et tout. J'ai décidé de retourner à l'université. Mon garçon était déjà un peu plus vieux, fait que je pouvais le faire. Avant, je pouvais pas. Donc, c'est un concours de circonstances aussi. Ma vie j'étais prête à ça. Je suis retournée à l'université et justement, j'aurais pu peut-être pas retourner à l'université et devenir journaliste parce que j'écrivais déjà, j'ai travaillé, j'étais formatrice. J'aurais pu peut-être juste avoir une occasion de rentrer dans un média, là, supposant que c'était facile. Et non. Mais disons, j'aurais pu devenir journaliste économiste parce que je connais très bien ces domaines, la retraite, les placements, l'assurance, tout ça. Mais non, j'ai voulu vraiment revenir à la base et connaître c'est quoi qu'ils font les journalistes vraiment au fond, en arrière de leur travail, derrière les articles, derrière les entrevues. Et je regrette pas du tout un seul moment de ça parce qu'en fait, au lieu de passer juste un an à l'université comme une mise à point, pour le métier, j'ai étudié en journalisme. Ensuite, j'ai poursuivi avec un 12e certificat en enquête et renseignement pour devenir journaliste d'enquête. Et j'ai poursuivi avec un 3e, parce que pourquoi pas, en coopération internationale. Donc, parce que j'aimais beaucoup et j'ai traité toujours des sujets sur la migration forcée, les mouvements migratoires ou les causes de migration forcée. Donc, voilà. Et c'est ça. Puis le cinéma, mais c'est un peu aussi comme ça c'est devenu pendant mon certificat de journalisme, mon travail dirigé, c'était un documentaire. Alors on m'a dit, est-ce que t'es tombé sur ta tête? Parce qu'il suffit pour ton travail dirigé, pour finir ton certificat en journalisme, d'écrire un reportage magazine de 10 pages. Mais je voulais faire aussi un film. Donc, t'es tombé sur ta tête? Je dis peut-être. Mais c'est là que j'ai commencé à combiner mes deux carrières et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré, ouais. Ouais. Mais en tout cas, c'est deux parcours inspirants. C'est moi-même, ça me conforte en fait dans mon propos de tout à l'heure sur le fait que du journalisme accidentel puisse exister. Quand je dis accidentel, bien sûr, je mets pas la partie qui est très importante et qui est au cœur du journalisme, qui est la base, qui est la déontologie, qui est la rigueur, toutes ces choses qui font d'un travail journalistique un travail journalistique. Mais je dirais que quand je dis journalisme accidentel, c'est que c'est ce départ en fait, cette fenêtre vers l'autre qu'on ouvre et qui est très importante, ce micro en fait qu'on tend tout simplement à des communautés, à des personnes qui ont été invisibilisées, ou que vraiment personne qui vivent dans l'indifférence totale en fait, dans l'indifférence générale. Moi, combien de fois je suis tombée sur juste même pas des reportages, mais juste des vidéos YouTube, juste un YouTuber qui allait dans telle communauté, qui allait dans tel coin du monde et qui a tendu son micro. Et peut-être qu'il n'avait pas les mêmes bases qu'on a toutes parce que on a fait nos études pour, mais il avait ce qui... Il avait l'envie de leur donner la parole. Ouais. Exactement. Et donc ça, je trouve ça intéressant, je trouve ça important parce que encore une fois, ça élargit en fait la vision du journalisme et ça permet en fait aux autres et à d'autres personnes qui ont cette vision un peu figée de se dire moi aussi je peux justement aller à l'école puis comme avoir les bases pour combiner ces bases-là avec ce que je fais déjà. Et
toute cette longue réponse pour faire le point avec ma propre réponse, qui est que j'ai dû me voir en fait pour m'imaginer en tant que journaliste. Moi, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup j'ai grandi sur Internet, j'aime bien le dire souvent, mais quand même c'est totalement vrai. J'ai totalement absorbé la culture Internet. Puis ça va aussi avec écouter des séries, écouter toutes sortes de choses. Puis on dirait que j'avais une sorte de culture générale parallèle où je savais pas trop quoi en faire. Puis il y a cette journaliste française Jennifer Padjemi qui faisait des articles en fait tout simplement sur de la culture populaire. Et d'un seul coup, il y a eu comme une sorte de déclic qui m'a fait me dire mais on peut faire du journalisme avec ça. Alors c'est pas le déclic qui m'a poussé à moi-même me voir définitivement dans cette carrière-là, mais on va dire que c'était la première porte qui a été ouverte où j'ai vu cette voie-là comme totalement possible. Et ça a été important parce que j'ai l'impression que Jennifer Padjemi, c'est en passant une femme noire française, et j'ai l'impression que avant ça, je me disais que on pouvait juste être une ou un journaliste racisé dans l'espace médiatique et ne traiter que de sujets qui sont en lien avec les communautés dont on est issu. Et on dirait que je voyais Jennifer Padjemi et puis d'un seul coup, ça venait briser un peu ce que je tenais en fait comme une sorte de vérité générale. Et tout ça pour dire que d'un seul coup, je me sentais plus obligée de correspondre en fait à une case et moi-même me rentrer en fait dans une case. Et je me demandais en fait si, c'est comme une double question, mais quand même, est-ce que vous êtes déjà senti dans votre exercice journalistique, qu'il soit écrit ou qu'il soit, qu'importe la forme qui prendrait, est-ce que vous êtes déjà senti dans une sorte de case, ou est-ce que, ou alors pas du tout? Et je dirais que la troisième sous-question par rapport à ça, c'est aussi, est-ce que c'est vous-même qui vous mettiez dans ces cases-là, ou est-ce que vous sentiez que c'était vraiment les autres qui vous voyaient et puis ne voyez pas Alexandra, ne voyez pas le prénom, voyez tout simplement c'est une femme racisée, et ben dans son exercice journalistique, elle va faire ces sujets-là. Comme au niveau des cases, quelle a été votre expérience par rapport à ça? Okay. C'est moi-même en fait qui est peut-être sauté dans la case journaliste l'immigration, parce que justement drôlement, quand j'ai étudié en journalisme, j'ai tout de suite couvert un sujet qui touchait, et c'était à l'étranger, mais qui touchait la migration, comme les réfugiés syriens au Liban, par exemple. Ça, c'était mon premier film. Par contre, au niveau de l'emploi en journalisme, c'est moi qui a soumis ma candidature à un poste qui était spécifiquement créé pour couvrir l'immigration. Et je trouvais ça le fun. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, non mais c'est parce que ce poste-là est fait pour moi. J'ai lu la description, il fallait que je couvre l'immigration en région en plus, ce qui était vraiment un plus, parce que bon, je suis à Montréal depuis que je suis arrivée au Québec il y a 30 ans. Mais je connais quelques régions, mais un peu comme tout le monde à Montréal, comme ok, je connais plus ou moins. Mais la migration ou ce qui se passe en immigration à l'extérieur de Montréal, on connaît très peu, même aujourd'hui. Okay? Et là, ça fait déjà 4 ans et demi de ce poste, que j'ai débuté ce poste. Donc, anyway, c'est la première fois que je voyais, même s'il y a d'autres personnes, évidemment, d'autres personnes québécoises qui couvrent l'immigration surtout dans le Devoir ou à la presse, il y en a. Mais un poste qui s'appelait journaliste spécialisé en immigration, ça n'existait pas. Donc, ça a été créé, et ça a été créé comme un projet au journal Le Devoir. Et j'ai envoyé ma candidature, j'ai été retenue après les entrevues et tout ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Par la suite, c'est sûr que tout le monde disait « Ah, mais Carla Meza, elle écrit sur l'immigration, donc elle est spécialisée en immigration. » On se spécialise, oui, on finit par se spécialiser, parce qu'évidemment, il faut que je me tienne à l'affût, par exemple, des changements au niveau de la loi sur l'immigration, ce que les politiciens, autant fédéraux que provinciaux disent, même en municipalité aussi, il y a des trucs qui se passent en immigration, voilà. Donc oui, on finit par se spécialiser évidemment en immigration, donc une chose amène à l'autre. Et on a fini par me voir comme une journaliste qui écrit sur l'immigration quand j'étais par exemple dans un autre quotidien comme Métro. C'était aussi un poste qui était exclusivement lié à l'écriture de la migration. Mais j'ai beaucoup aimé, par contre. Je me sentais pas nécessairement prise dans une case où ça me dérangeait du tout. C'est moi qui ai choisi. Et pourquoi? Pas juste parce que je suis moi-même une immigrante au Québec,
c'est parce que je trouve que, bon, d'avoir passé par mon propre chemin, qui est très différent à chaque histoire d'immigration que j'ai couvert, j'ai quand même, j'ai su quand même approcher les gens, tu sais, comme avoir cette empathie d'approcher les gens, comment, et même tous les gens que j'ai connus dans mon parcours avant le journalisme et que j'ai écouté et que j'ai pas nécessairement aidé, mais que j'ai au moins écouté ou connu, ça m'a beaucoup aidé pour comprendre la personne que j'avais devant moi au moment où j'ai écouté l'histoire. Ensuite, c'est ça. Donc, je me suis pas sentie mise par quelqu'un d'autre dans une case. Je me suis moi-même et je suis fière d'écrire sur l'immigration et de faire des films qui parlent des différents sujets d'immigration. Parce que ça, il faut le dire aussi, l'immigration n'est pas un sujet. L'immigration, c'est la société. L'immigration, ça peut être les finances, l'entrepreneuriat, la culture, ça peut être des problématiques évidemment au niveau des lois d'immigration et tout ça, ça peut être français. Donc l'immigration c'est pas comme un volet des journalismes, par exemple journalisme économiste, culturel, politique, faits divers, juridique, immigration. Non, c'est pas ça. Le journalisme de l'immigration touche à tous ces domaines-là. Parce que l'immigration, on est partout. Dans l'enseignement, dans l'éducation, dans la santé. Donc, c'est là qu'il faut, moi, je trouve, qu'il faut changer un peu le discours de comment est-ce qu'on couvre et qui couvre l'immigration. Tu sais, c'est pas juste une spécialité à l'immigration. Même si je le dis, je me suis spécialisée à l'immigration, mais dans le sens d'écrire sur les migrants. Mais il y a aussi, comme pour terminer, il y a aussi un équilibre. C'est que j'avais une responsabilité en me mettant dans cette case ou dans ces projets d'écrire sur la migration 2 fois, plutôt qu'une. J'avais aussi une responsabilité d'avoir un équilibre dans l'écriture. Pas juste dans chaque reportage, mais aussi dans l'ensemble des reportages quel sujet que je portais, par exemple. Écrire sur les problématiques de l'immigration qui sont bien réelles. Écrire sur l'exploitation, sur la discrimination, les problématiques pour accéder à la francisation, tout ce qu'on peut imaginer comme problématique en immigration, mais j'avais aussi la responsabilité d'écrire sur les succès, le visage de la migration en entrepreneuriat, qui avait un succès franc, les personnes qui étaient très bien intégrées, les personnes, tu vois, j'aime quand l'immigration est traitée de façon juste, réaliste, parce que c'est ça la société. Ce que tu disais, Carla, c'était quand même très intéressant. Je vais peut-être mettre un pavé dans la mare, puis je l'assume. Déjà, depuis le début de la discussion, moi, le mot racisé me fait vraiment hisser le poil là, sur le bras, parce que c'est un mot qu'on utilise dans des statistiques, c'est un mot qu'on utilise dans des études. Si personnellement, je me reconnais comme journaliste racisée, je dirais non. Parce que je me reconnais comme journaliste, point barre. Je me reconnais comme journaliste qui a des valeurs, qui a une déontologie, qui a une façon de travailler, mais pas qui est racisé à tout prix. Et c'est exactement ce qui m'a fait quitter certains médias, ce qui m'a fait quitter certains pays aussi. C'était cette mentalité justement de toujours nous associer à des problématiques. Tu sais, mettons, t'es en France, on te dit bon bah va travailler à RFO, donc qui était l'ancien réseau pour l'outre-mer, ou alors va travailler à Beurre FM parce que t'es typée maghrébine, va travailler. Non, mais si j'ai envie de travailler en Aquitaine, comment on fait? Donc c'est encore cette vision un peu limite de la personne qu'on est versus ce qu'on peut ou ce qu'on doit représenter. Ça, je trouve ça très dommage parce que il y a beaucoup de questionnements que nous on a, que d'autres n'ont pas. C'est quand même très injuste parce qu'ils sont blancs. On va dire les mots là. Donc, je sais pas si c'est une couleur de peau, mais qui sont pas métissés ou d'autres choses. Je suis journaliste, j'ai différents passeports. J'en ai pas beaucoup là, mais j'en ai. Ils sont tous légaux. Non, mais j'ai des expériences à travers le monde. J'ai une déontologie qui est universelle, que j'ai apprise dans différents pays, dans différents cursus. Et c'est ça la richesse d'une personne. C'est-à-dire que oui, je vais poser des questions qui sont pas les mêmes que toi,
Mais je prends un exemple, le prix Judith Jasmin, c'était avec la danseuse et la chorégraphe Ronnie Désir. On s'est rejoint sur une problématique qui est l'esclavage, qui est la danse, qui est la migration. Oui, j'ai posé des questions que je connaissais parce que j'ai étudié cette problématique-là, j'ai étudié ce pan historique parce que ça fait partie de mon histoire. Mais je suis pas restée uniquement dans cette histoire-là. Je l'ai d'abord interviewée en tant que femme, en tant que mère. Elle était enceinte au moment où je l'ai interviewée, au moment où elle préparait son spectacle. Donc c'est aussi ce genre il faut s'extirper des cases dans lesquelles soit d'autres nous mettent, soit nous on se met volontairement parce que on se dit qu'on peut pas réussir ailleurs, parce que puis je suis désolée, c'est pas juste une origine, c'est pas juste des papiers ou une couleur de peau ou une langue, c'est un métier, c'est un très beau métier, et quand on le fait bien, quand on le fait sérieusement, on apprend tous les jours, on apprend des autres, on apprend de soi-même. On est là pour couvrir des faits. Est-ce qu'on représente une communauté? Peut-être qu'on est un modèle parce qu'on a réussi là où d'autres n'ont pas réussi. Peut-être. Moi, je trouve que j'ai pas encore fait grand-chose dans ma vie pour être considérée comme un modèle. Je suis encore jeune. Et être un modèle, on verra dans 10, 15, 20 ans. J'ai commencé le journalisme à 16 ans, j'en ai 36. Tu sais, c'est encore jeune en soi dans une carrière. J'ai pas fait grand-chose. Est-ce que on est quelqu'un qui peut permettre à d'autres de se reconnaître parce qu'on ne les voit pas à l'écran? Peut-être. Mais pourquoi on voit pas ces jeunes à l'écran? Pourquoi on voit pas des personnes qui nous ressemblent à l'écran? Est-ce que ces personnes-là ont essayé? Est-ce qu'elles ont mis le pied dans la porte? Parce que c'est ça aussi, il faut mettre le pied dans la porte, il faut y aller. Quand d'autres personnes ne vont pas couvrir tel ou tel fait, par exemple l'immigration, toi tu y as été parce que tu connaissais ce sujet, parce que ça t'interpellait. Est-ce que d'autres y seraient allés? Non, parce qu'ils considèrent que c'est pas important. Donc toi tu y as été parce que c'était ton vécu, ça venait te chercher, te driver. Quel est l'intérêt, quel est le sujet qui va venir te chercher? Sur quoi on peut appuyer? Sur quel bouton on peut appuyer pour provoquer Malia? Tout ce qui a trait à tout ce qui a trait à ma communauté, mais tout ce qui a trait aussi comme je l'ai dit, tout ce qui est culture populaire, donc tout ce qui vraiment peut aller des séries à des faits de société qui se sont passés, à même de la télé-réalité. J'adore faire de la sociologie sur la télé-réalité. Mais en soi, pour rebondir sur ce que tu dis, on dirait que j'ai la même conclusion que toi, mais le point de départ opposé, où moi je revendique en fait le mot racisé parce que je le préfère bien plus à personne de couleur, qui est directement hérité de tout le vocabulaire de l'esclavage et puis de la ségrégation. Je suis une personne racisée et c'est factuel. Pour le coup, si je me mets dans cette case, pour moi, c'est une case qui est presque libératrice parce que ça me permet de savoir exactement qui je suis, quelle est mon identité et de ne pas la perdre, en fait, au fur et à mesure que ma carrière évolue, au fur et à mesure que moi-même, en tant que personne, j'évolue. J'ai intimement conscience que partout où je vais, que je le veuille ou non, la plupart du temps, je le veux pas, mais c'est un fait. Je vais être considérée d'abord comme une personne noire, puis ensuite on va voir mes skills, on va voir oh elle est capable de faire ci, oh elle est capable de faire ça. Ah ok d'accord. Mais sais-tu, tu vois, avant j'étais comme ça, tu sais, c'est comme dans le sens où j'arrivais à un reportage et je me mettais moi-même des freins en me disant je suis femme, je suis racisée, il suffit que tu fasses un reportage un peu plus chaud entre guillemets dans un tu sais, j'étais beaucoup dans tout ce qui est santé mentale, toxicomanie, où une femme n'est pas trop, tu sais pas comment, tu sais, on te met un coup, tu tombes à terre, puis voilà quoi, c'est fini. Mais c'est ça, tu sais, c'était, moi j'étais dans ce genre de mentalité. Puis à un moment donné, c'est des discussions entre amis, des discussions dans ma famille. Puis, honnêtement, quand j'ai eu ma fille,
C'était, en fait, c'était, je vais dire la vérité là, c'est une discussion avec mon mari qui me disait, mais arrête de te présenter comme ça. Arrête, tu te mets des freins toute seule. Et c'est ça la discussion qu'on doit avoir avec soi-même. C'est est-ce que le mot racisé va m'empêcher ou va m'aider à m'affirmer dans mon identité? Je pense pas. Parce que ton identité, c'est ce que tu es toi. Ça changera pas avec les années. Au contraire, va plus se voir. Puis c'est drôle parce que l'identité change et c'est ça. Et ça peut changer de façon très différente. Comme par exemple, il y a des immigrants qui, aussitôt qu'ils arrivent, mettons, ils vont vraiment aller rejoindre leur communauté pour plusieurs raisons. Leur communauté ethnoculturelle, on s'en parle parce que la définition de communauté aussi, ça peut être très large. Tu sais, on a plusieurs communautés. Chaque personne a plusieurs communautés. Alors voilà. Il y a des personnes qui vont tout de suite aller vraiment voir leur communauté, mais c'est par besoin d'être rassuré, par manque aussi par manque des skills, tu sais, de communication. C'est-à-dire, s'ils parlent pas français, qu'est-ce que tu vas faire? Évidemment, tu vas aller voir, mettons, les hispanophones dans mon cas ou d'autres choses, mais on se met un peu dans ce cas. Dans mon cas, par exemple, l'identité a évolué de façon différente, et c'est pour ça aussi que j'ai comme le mot racisé me dérange, ça m'a déjà dérangé et quand je vois, mais je comprends que pour ne pas dire blanc, on dit racisé. C'est un peu comme si on avait juste ces deux choix-là. Et je suis pas blanche, je suis racisée. Mais tu vois, moi, quand j'ai tombé en journalisme, ou quand j'ai choisi d'aller en journalisme, c'est là que cette vision de moi-même, c'est vrai, je suis une immigrante et j'ai choisi d'écrire sur les immigrants, sur le journalisme pour plusieurs raisons, parce qu'ils n'ont pas assez de voix. Mais c'est là que j'ai commencé à me voir comme une personne racisée et non avant. Parce qu'en fait, dans mon ancien domaine, en finance, peut-être au début, c'est avec « ton accent, tu viens de où? » Mais ça m'a jamais dérangé quand on me demande « tu viens de où? T'as un accent. » Dépendamment, il y a toujours l'intention. Comme on dit, dans plusieurs contextes de la vie, c'est pas qu'est-ce qu'on te dit, c'est comment on te le dit. Oui. Alors, tu sais, cette discussion, tu viens de où? Encore ce matin, j'y ai eu le droit. C'est toujours des discussions et des questions qu'on va me poser à moi en premier versus mon collègue qui est né au Québec, qui a grandi au Québec et qui n'a connu que le Québec. Mais d'un autre côté, ça dépend de comment tu y réponds. Et c'est ça, tu sais, racisé, pas racisé. Tu sais, tout ce que je veux te dire, quand j'ai gagné le prix Judith Jasmin, j'ai reçu des appels sur mon cellulaire de personnes que je ne nommerai pas, qui m'ont dit merci. Merci parce qu'on a l'impression, et je crois que tu es la seule personne immigrante au Québec à avoir gagné un tel prix. Et j'ai dit c'est vrai, j'ai pas fait l'exercice d'aller voir, puis je veux pas le faire, d'aller vérifier si c'est le cas. Le prix Judith Jasmin en journalisme, c'est comme le Saint Graal, c'est la reconnaissance par les pairs. Est-ce que les pairs m'ont reconnu parce que j'étais racisée? Non. Ils ont reconnu, parce que de toute façon, il n'y a pas le nom du journaliste qui est écrit dans le reportage, ils ont reconnu la qualité du reportage. Ils ont reconnu la qualité de ce qui était écrit. Donc, c'est aussi ça, cette différence qu'il faut faire. Et ce prix était symbolique parce que ça parlait d'esclavage. Ça parlait, c'était un petit média, donc c'était l'Itinéraire, un petit média, journal de rue, très important. Et la première fois qu'il gagnait un prix Judith Jasmin. Et derrière, mais vraiment derrière, il y avait la personne qui signait. Puis quand on m'a dit, tu représentes ta communauté, j'ai dit, quelle communauté? Quelle communauté? Tu me demandes de choisir entre mon père, ma mère, là où j'ai grandi. Je pense pas qu'il y ait de choix à faire. Et en soi, je ressens pas de frein dans mon exercice journalistique. Pour moi, me dire que je suis Malia Kounkou est une journaliste racisée, est une femme racisée, c'est une information comme une autre, mais c'est une information importante. Pour moi, c'est une façon de rester lucide en tant que personne au sein d'une société occidentale, au sein d'une société où je sais que je suis en minorité et je sais que il y a certaines portes que je vais devoir redoubler d'efforts par rapport à d'autres personnes. Comme c'est une information qui ne me met pas de frein. Au contraire, en fait, ça me
ça m'alimente en fait dans ma rage de vivre, dans ma volonté de me donner les moyens et ça te d'ouvrir donne les la portes. rage aussi. C'est ça qui moi, dans... c'est ça qui m'allume dans ce que tu viens de dire. Tu viens d'employer le mot rage de vivre. Tu sais, puis c'est exactement ce que j'avais quand j'ai commencé le journalisme. Je dis pas que ma position de maintenant est une position qui est vraiment coulée dans le béton et puis je sais pas, à 45 ans, je serai exactement la même. Non, même il y a 6 mois, je pense que les positions que j'avais, elles sont doucement en train de changer. Mais là, instant T, avec tout ce que je vis, avec comme juste le fait d'avoir vécu avec moi-même et d'avoir évolué professionnellement et d'avoir évolué en tant qu'humaine, d'avoir évolué à la fois en France et puis maintenant au Québec, comme ça renforce en fait en moi l'importance de toujours savoir, de toujours savoir et de toujours prendre en compte et prendre en considération que je suis une femme noire. Ce n'est pas un frein pour moi, c'est au mieux une information comme une autre, au pire une rage. Mais pour moi, je vois ça comme, je pourrais dire rage, comme je pourrais dire juste une adrénaline, vraiment quelque chose qui me pousse en fait à aller plus loin parce que je sais que, comme j'ai dit tout à l'heure en début de panel, c'est voir une journaliste noire parler d'un sujet qui n'était même pas en rapport direct avec la communauté afro. Vraiment, elle parlait je crois qu'elle parlait de Sex and the City, pour vous dire. Puis je me suis dit, oh waouh, on peut faire du journalisme. Non seulement on peut faire du journalisme sur un sujet aussi trivial que Sex and the City, mais on peut faire du journalisme en étant noir et traiter de sujets triviaux qui ne sont pas forcément liés avec la communauté noire. Et c'est exactement le même exercice journalistique que je fais maintenant parce que autant il y aura toujours une sorte de pool identitaire où il y aura des sujets où je voudrais les traiter en tant que femme noire parce que je parlais d'empathie tout à l'heure autour de la migration, autour des sujets de migration forcée. Ben, c'est la même chose avec moi, comme il y a toujours ce côté-là de je sais ce que c'est, je sais ce que cette personne vit, donc j'ai envie de me faire le porte-parole de sa situation. Mais il y aura aussi une envie de parler d'une tendance qui est sur TikTok et que, comme sociologiquement parlant, c'est intéressant de faire une analyse dessus. Comme vraiment, pour moi, les deux sujets seront au même niveau et je serai pas plus attirée par un sujet que par un autre, mais juste pour exister dans la société. Je trouve que c'est important, en tout cas pour moi, instant T, 2024, octobre, c'est important pour moi de toujours me dire que tu es une femme noire. Et ce n'est pas un frein. Pour moi, j'en tire vraiment une grande fierté. Je suis une femme noire, je suis arrivée là. Et de la même façon dont j'ai vu une femme noire être journaliste et m'ouvrir la porte, j'adorerais que le travail que je fais, que je suis en train de faire maintenant, ne soit pas vain en fait, que d'autres personnes racisées comme moi me voient et se disent oh waouh, on peut faire ça, d'accord. Et puis que cette personne-là arrive à et ça, c'est ma dernière phrase, arrive à son propre journalisme en fait, parce que peut-être que ce sera une journaliste sport, peut-être que ce sera qu'importe en fait, peut-être que ce sera une journaliste aussi pour des sujets qui seront spécifiques à notre communauté et ce sera tout aussi bien en fait. Donc je ne vois pas de frein dans le mot racisé. Je sais que même moi au départ quand j'ai entendu racisé, j'étais comme oh ok. Puis ensuite j'ai fait mes recherches et je me suis dit, j'ai réalisé que non seulement c'était meilleur que les autres termes qui étaient employés. Du moins, moi je trouve que c'est meilleur après avoir juste comme comparé certaines appellations et je trouve que ça me tire vers le haut. Okay. Donc, ça a été intéressant vraiment de voir comme chaque point de vue, oui, comme plus ou moins, moi ça dépend des contextes. Toi, ça te dérange plus que pas. Toi, au contraire. Je pense qu'on arrive à la même conclusion finalement. Donne une élan, mais c'est ça. Moi, je pense que l'important vraiment de retenir, c'est que il y a des cases, oui, ça dans la société et de plus en plus malheureusement, et non seulement quand on parle diversité, là on focus sur la diversité couleur peau ou provenance, immigration, mais il y a aussi la diversité aujourd'hui dans beaucoup d'aspects, right? La communauté LGBTQ, la communauté aussi des personnes en situation de handicap. En tout cas, diversité, c'est quoi? Déjà, il faudrait définir c'est quoi la diversité parce que il n'y a pas beaucoup de diversité dans les médias québécois, il faut se le dire. Et il ne s'agit pas non seulement des communautés ethnoculturelles, déjà il n'y en a pas, mais aussi des communautés blanches.
sont aussi mises à l'écart par les médias québécois et canadiens, disons, mais traditionnels, exactement, les traditionnels des masses. Voilà, donc on pourrait vraiment élargir beaucoup plus le sujet, mais je pense qu'il faut pas perdre de vue que ce qui est important, c'est oui, quand on se met nous-mêmes à écrire sur l'immigration ou qu'on choisisse d'écrire autre chose, il faut qu'on nous voit comme des personnes d'abord, comme femmes aussi, comme femmes immigrantes si on l'est, mais aussi qu'on est capable d'écrire autre chose. Tu sais, moi, par exemple, tu sais, en journalisme, comme je vous dis depuis le début, c'est moi qui a choisi d'écrire sur l'immigration parce que je trouve que c'est important pour moi d'écrire sur ce sujet. Les jours où je vais décider que je vais écrire en économie, je suis très capable et très capable et très possible que je puisse le faire parce que je connais tout ça par cœur. Mais il y a personne qui a pris en compte ce background de mon côté. En journalisme, et ça, c'est drôle aussi, c'est qu'en journalisme, on m'a déjà dit, je n'aurais pas les journaux qui m'a dit ça, m'a dit parce que tu n'as pas d'expérience. Tu commences, et je fais, écoute, j'avais 42 ans quand j'ai commencé en journalisme. Est-ce que tu penses que je suis née hier? Est-ce que tu penses que les 22 dernières années des vies que j'ai eues professionnelles au travail ne comptent pas du tout? Est-ce que je viens pas avec un bagage où je parle 4 langues et demie? Est-ce que, tu sais, que j'ai fait des parcours en formation, en enseignement de langue, en finance? Tout ça, c'est comme si ça n'existait pas pour les médias. Et on m'a pas embauché à plusieurs médias canadiens ou québécois parce que j'avais pas d'expérience. J'ai dit non, mais ça par exemple, tu sais, mot racisé, tout ça on parle, mais pour moi ça, c'était un coup beaucoup plus fort, beaucoup plus profond que l'appellation que me donne. C'est comme, comment vous me voyez? Immigrant un jour, immigrant pour toujours? Non, monsieur, non, madame. Moi, je suis québécoise. Ça fait 30 ans que je suis au Québec et c'est comme si des fois, j'ai l'impression qu'on pense que je suis arrivée. Je devrais dire 30 hivers, ça parle mieux. 30 hivers, 30 hivers. Mais sur ce sujet-là, moi, c'est spécial. Ben oui, ben justement, j'allais dire utopie, ben non, soyons optimistes ici, mais comme, dans quel monde médiatique vous aimeriez voir la génération de demain évoluer au vu de ce qu'on vient de se dire, comme, ce serait quoi la jeune génération? Ben juste la jeune génération, je veux pas spécifier quel type de génération, mais comme juste la jeune génération, comme, qu'est-ce que vous souhaiteriez, en fait, pour les futurs journalistes? Moi, je pense que honnêtement, puis ça fait une boucle avec ce que je disais tantôt sur l'usage ou non du mot racisé, etc. Il y a une vidéo que j'aime beaucoup qui circule sur les réseaux sociaux avec 3 verres d'eau qui marquent 3 générations différentes. Je crois beaucoup plus à la sororité, au fait, mettons que il y a de moins en moins de femmes journalistes. Ça, c'est un fait, c'est des statistiques. Après, on peut regarder tout ce qui est diversité, couleur et compagnie, orientation, etc. Ou sujet. Mais dans cette vidéo, on voit 3 générations, donc illustrées par 3 verres d'eau. Et quand on verse un verre d'eau, donc au départ, l'eau est très sale. Le deuxième verre est moins sale. Le troisième verre, il est clean. C'est de l'eau. Et cette génération-là, moi je l'imagine, en tout cas quand je vois la génération de ma fille, j'imagine une génération soignée de tous nos traumas générationnels qui n'ont pas apporté les combats que nos parents ou grands-parents ont portés. Je suis désolée, je le refuserais avec toute la force que je peux avoir en moi. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai du mal avec le mot racisé. Ça porte des combats qu'on n'a pas menés, des combats qui sont importants, qu'il faut reconnaître, mais il faut qu'on soit apaisé aussi. Et il faut qu'on mène nos propres combats qui sont de notre génération, mais qui ne sont pas imprégnés de la colère des générations précédentes. Sinon, on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. J'ai pas dit qu'il faut être mou. J'ai pas dit que la plume doit être molle. Tu sais, j'ai une dame que j'admire beaucoup m'a toujours dit la plume peut être acerbe, elle peut être virulente. Il faut juste qu'elle soit vraie. Et on doit pas porter le combat de nos aïeux. C'est juste
En fait, c'est ça. C'est ça ma réponse à ta question. Quelle génération de journalistes je veux? Je veux une génération de journalistes qui est pointilleuse sur les faits, sur la déontologie, qui est capable d'aller mettre le pied dans la porte, d'aller chercher le petit truc qui dérange, s'il dérange vraiment. Mais je veux pas des générations de journalistes qui pensent qu'à eux, qui pensent que ce qu'ils ressentent, c'est ce que l'autre va ressentir, ou tu vois, c'est qui s'intéressent aux faits, qui s'intéressent aux statistiques, qui vont aller chercher la donnée qui n'a pas été trouvée. C'est ça qui m'intéresse. Donc il faudrait finalement, plus que les journalistes et leur position, il faudrait finalement que ce soit un système qui soit plus clément pour qu'on arrête d'utiliser le mot racisé. Parce que en soi, on ne fait que nommer un système dans lequel on est, certes, on n'est pas dans les mêmes combats que, et Dieu merci, que les générations qui sont passées avant nous, mais on garde ce même système d'oppression, puis comme on vit avec, et puis il faut bien le nommer. Donc moi, ce que je souhaiterais pour les générations suivantes, ce serait justement plus de réveil, puis plus d'espace en fait pour que des journalistes, je vais juste me prendre comme exemple, des femmes journalistes noires puissent exister sans avoir à se qualifier de personnes racisées, puis juste exister pour exister, puis comme faire le travail qu'elles veulent faire le travail qu'elles doivent faire, puis comme que les choses continuent à se passer comme ça, en fait, que le verre continue à être de plus en plus clean. Je sais pas si toi, Carla, Oui, c'est ça. Je pense que j'aborde dans le même sens. Et je vais aussi faire une analogie, par exemple, une comparaison avec les médias anglophones. Tu sais, on a juste à se référer au sondage de l'Association canadienne des journalistes. Autant, je pense qu'ils en ont fait 3, 21, 22, 23, mais bon, bref, dans les 3. De toute façon, les résultats sont pas très, très différents d'une année à l'autre. Dans les tout derniers, en 2023, 8 salles de nouvelles sur 10 au Canada n'avaient pas de journalistes latino-américains, d'origine latino-américaine, autochtones, asiatiques ou arabes et noirs. Alors, écoute, qu'est-ce que ça dit? T'sais? Et la plupart, c'était des salles de nouvelles francophones. Dans le monde anglophone, on voit vraiment qu'il y a vraiment une grande différence au niveau de l'évolution, si tu veux, de l'opportunité, etc. C'est sûr que ça sera un autre sujet aussi à aborder, mais je vois la différence. Alors, qu'est-ce que je souhaite pour la nouvelle génération des journalistes, mettons? C'est une génération qu'on sait allumer, capable, intéressée, curieuse et très technique. Tu sais, nous, on a appris ça. Les autres sont nés avec ça dans les mains. Ils savent déjà comment contrôler toutes sortes de technologies. Alors, tant mieux, tu sais, tant mieux. Nous, on se débrouille. Eux, c'est facile. Qu'est-ce que j'espère pour eux et elles? C'est vraiment qu'il y ait plus d'espace, comme tu l'as dit, mais comment est-ce qu'on fait cet espace? Je trouve ça dommage que les médias traditionnels, les plus gros médias, surtout à l'écrit, mais à la télé aussi, les médias et radiophoniques, des fois, qu'il n'y ait pas plus d'espace pour les journalistes qui ne sont pas nés au pays, mettons. Et j'espère, et ça se passe principalement par changer les directions. Je trouve que, évidemment, on peut créer des espaces, puis il y a beaucoup de journalistes, puis avec succès, avec brio, qui ouvrent leurs propres médias, qui essayent vraiment de donner de l'espace à des jeunes journalistes ou à la relève, parce qu'on parle pas d'âge ici, on parle vraiment de jeunes journalistes ou relève, comme des personnes qui nouvelles dans le journalisme. Ça aussi, c'est un autre sujet au niveau de l'agisme, mais bon, bref, à la relève journalistique. Il y a des médias, des bons médias ethnoculturels, disons, ou des médias communautaires qui sont peut-être beaucoup plus petits, beaucoup moins subventionnés, on se le dira, donc il y en arrache. Il n'y a pas de vrai salaire, ou 1 ou 2, mais le reste, c'est plus ou moins, ou c'est à la pige, donc ils essayent. Alors ça, c'est très bien, mais encore, il faut qu'on ouvre les vrais espaces. Les vrais espaces, les gros noms que je nommerai pas, mais les gros noms qu'on peut compter peut-être d'une main au Québec, francophone, pour les personnes immigrantes qui sont très capables non seulement d'écrire immigration comme je le fais, mais on est capable de faire d'autres choses. Mais comme je dis au départ, et je le soutiens, c'est si ça passe pas par les changements des directions, alors il y aura aucun changement. On va pouvoir s'asseoir à table comme aujourd'hui dans 10 ans et le Québec sera toujours
le même Québec de couleur uniforme, dans leur tête. Et voilà, donc je souhaite vraiment qu'il y ait un changement, une vague de changements. Et comment ça peut être? C'est pas en changeant la mentalité des Blancs en une direction qui va pouvoir avoir un vrai changement. C'est amenant des gens de couleur ou racisés ou peu importe comment on veut les appeler, à la tête de ces médias. C'est là qu'on va avoir un vrai changement. Mais je nous souhaite d'avoir cette même conversation dans 10 ans, mais de constater justement la réalité de ce vrai changement. Merci Carla, merci Alexandra pour cette belle conversation. C'était un plaisir. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt.